Salut les anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va voir, je vais faire une review du chapitre 7, donc le tout dernier chapitre du tome 1 de Demon Slayer. Et ce chapitre 7 se nomme Fantôme. Donc pour ceux qui ont vu le chapitre suivant, on se doute de certains points dont va parler le chapitre. Et notamment du coup de Sabito et Makomo. Pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, vous savez très bien. Donc on apprend par le démon pas mal de petites choses. Donc déjà qu'il a été enfermé par le maître Urokodaki, qu'il est là depuis 47 ans. 47 ans, et déjà ça montre quand même que le démon est très puissant, ça fait 47 ans qu'il est là, et 47 ans que personne n'a réussi à le tuer. Et il va également nous apprendre qu'il a tué 50 apprentis dans le mont, donc effectivement il est très fort pour avoir tué autant d'apprentis, qui quand même ont forcément reçu des entraînements certainement différents en fonction des maîtres, mais quand même quoi. On y apprend également que plus un démon dévore des humains, plus ils deviennent puissants et plus ils peuvent avoir cette capacité de métamorphose, du coup ce qui est notamment le cas de ce démon aux mains. Et on apprend également que Tenjiro est le 14e disciple d'Urokodaki que ce démon va affronter, puisqu'il a déjà dévoré les 13 premiers disciple de Urokodaki, qu'il reconnaissait notamment grâce au masque de renard. Voilà. Et du coup, on apprend que c'est à ce moment, enfin, on apprend à ce moment-là que, oh, putain, c'est à ce moment-là que Tenjiro apprend que le démon a tué Sabito et Makomo. Et on apprend aussi que du coup, cette dernière a été démembrée avant de se faire dévorer. Et du coup, on y apprend aussi que la nuque du démon est extrêmement solide, cela ayant également mené à la mort de Sabito, puisque son sabre s'est brisé en voulant couper la nuque, du moins la tête du démon. Et du coup, son sabre n'a pas résisté, ce qui est super triste. Du coup, on y apprend quand même que Tenjiro n'est pas n'importe lequel disciple, puisqu'on y apprend, je crois, de la bouche notamment de Sabito, parce que Sabito et Makomo à distance ont l'air de pouvoir vivre l'affrontement. Et en fait, on y apprend que Tenjiro peut effectivement décapiter ce monstre rempli de mains, puisque Tenjiro est le disciple qui a détruit le plus grand rocher parmi tous. Et du coup, qui a le plus de chances de décapiter ce démon. Et du coup, le chapitre va notamment se terminer sur une sorte de cliffhanger, puisque le héros euh, est dans une attaque où il est dans la capacité de décapiter son adversaire, mais voilà, le chapitre se termine là-dessus, et du coup, on saura que dans le tome 2, que je ne peux pas dire maintenant, si Tenjiro va réussir ou pas. Alors je ne pense pas qu'il y arrivera et que le combat va durer un peu plus longtemps. On saura ça dans le chapitre 8, mais en tout cas c'est l'avis que j'ai euh, de, de ça, puisque c'est en général comme ça que fonctionnent les histoires. Donc ce serait pas étonnant qu'il n'ait pas réussi à le décapiter directement. Donc on va passer à la partie réponse à nos questions, et effectivement on y apprend enfin pourquoi les démons sont
aussi coriaces? Et bah tout simplement parce que plus ils bouffent de gens, plus ils sont forts. Et du coup, c'est une question qu'on peut se poser, alors que je la mettrai pas dans la liste, mais qui peut être intéressante, c'est est-ce que Nezuko va bouffer des gens pour s'améliorer, ou est-ce qu'elle, elle va trouver un autre moyen d'être très forte? Question comme une autre. Et effectivement, on y apprend également la manière dont sont morts Makomo et Sabito, et également qui les a tués. Donc voilà, on a effectivement tout le background qui est bien développé pour ces deux personnages-là, qui avaient l'air plutôt intéressants, et qui, à mon avis, ont encore beaucoup de choses à dire, malgré le fait qu'ils soient morts, et qu'on ne comprend toujours pas pourquoi ils sont morts. Enfin, plutôt, on ne comprend pas pourquoi Tenjiro peut les voir. Bref, on va directement passer aux questions que l'on se pose, notamment du chapitre 1, on se demande toujours si un démon peut redevenir humain. Du chapitre 3, on se demande toujours pourquoi Tenjiro et Sakonji ont-ils un flair aussi développé. Qui est le démon qui a tué la famille de Tenjiro et de Nezuko? Du chapitre 4, on se demande toujours si on verra le visage de Sakonji et pourquoi Nezuko dort aussi longtemps. Bon, en même temps, là on est dans une autre phase, donc c'est logique que ça n'avance pas. Et du chapitre 6, donc de la vidéo précédente, pourquoi Tenjiro peut voir Sabito et Makomo qui sont morts. Voilà. Donc ce chapitre 7 n'a pas forcément apporté de nouvelles questions, mais du moins a apporté des réponses, donc c'est pas plus mal non plus. Donc avant de conclure la vidéo, je vais d'abord vous parler d'une petite théorie que j'ai autour de Sakonji Urokodaki et Tenjiro. Et en fait, cette petite théorie, alors peut-être qu'elle est totalement stupide, peut-être que non, en tout cas, ne me spoilez pas, parce que je suis en pleine découverte du manga, voilà. Et du coup, cette théorie que j'ai, c'est que Sakonji pourrait être de la famille de Tenjiro. Je m'explique, M. Persage a l'air assez vieux, il pourrait très bien être le père, voire même le grand-père de Tenjiro, euh, dans le cas où Tenjiro ne le connaîtrait peut-être pas forcément, puisqu'il pourrait avoir abandonné ses enfants ou sa famille, pour aller chasser les démons en faisant une mission. Notamment, on sait qu'il a capturé des démons et tout ça, qu'il a dû en tuer beaucoup, qu'il a formé beaucoup de disciples, donc il en a fait un peu son mode de vie, la chasse aux démons. Donc d'un côté, on peut se dire qu'il aurait abandonné sa famille pour ça, et même si c'était le père de Tenjiro, alors il m'a l'air un peu vieux pour être son père, mais même si c'était son père, Tenjiro étant le plus vieux de sa famille, il pourrait très bien avoir un père différent, ce que les autres enfants ne sauraient pas, même peut-être que lui non plus, puisque son père pourrait partir avant sa naissance, puisque ça existe des tonnes d'enfants dans la vraie vie. Bref, donc ça peut très bien arriver à des personnages de fiction, puisque la fiction a toujours une petite partie de réalité à l'intérieur. Et du coup, ce qui me fait dire que ils pourraient tous les deux être de la même famille, ou du moins, je vois plus une relation de grand-père, petit-fils, un peu comme dans la série australienne Legend of the Seeker, que j'aime énormément, et dont je parlerai forcément à un moment donné sur la chaîne Movies and Series. Euh, En fait, dans la série, il y a le héros Richard Cipher qui devient le sourcier, donc il doit sauver des contrées médiévales face à un tyran. Voilà, et donc il va apprendre beaucoup de choses particulières. Il va apprendre que le tyran finalement est son demi-frère. Et notamment, il voyage avec une inquisitrice, donc une femme avec des pouvoirs très particuliers, et un magicien, enfin plutôt un sorcier. Et en fait, il va apprendre seulement aux trois quarts de la saison 1 qu'en fait, ce sorcier qu'il connaît depuis qu'il est enfant est son grand-père. Et en fait, son grand-père avait des raisons, notamment de cacher ces informations-là, puisque, comme il le dit lui-même, il ne pouvait pas dire à Richard qu'il était son grand-père, puisque si à un moment donné, Richard devait se retrouver entre choisir entre sa quête et sauver sa famille, il avait trop peur que Richard, avec sa bonté, décide de sauver sa famille plutôt que de poursuivre sa quête de se débarrasser du tyran. Donc, je me dis que ce genre d'histoire que j'aime beaucoup, que je trouve génial, pourrait très bien se retrouver ici dans Demon Slayer. Et du coup, deux choses me font dire que Sakonji pourrait être le grand-père
de Tenjiro et ces choses, c'est d'abord le flair. Euh, Quand on lit le premier tome, en tout cas, on a l'impression que ce sont les deux seuls à avoir cette capacité qui a l'air très rare, et même dans sa lettre, Tomioka ou Tomioka, je sais plus comment on dit, a l'air du moins de raconter que voilà, il y a personne d'autre plus ou moins qui n'a l'air d'avoir cette capacité. On a l'impression que ce sont les deux seuls. Et bah, que du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux, qu'il vaut mieux qu'il s'en occupe, parce qu'il pourrait très bien être lié. Voilà, j'ai le message devant moi, comme il dit, le garçon que vous semblotait d'un odorat hors du commun. Donc, ce terme hors du commun a l'air de bien montrer que c'est pas une capacité que tout le monde possède. Du coup, on peut se demander si c'est une capacité qui se développe chez certaines personnes en particulier, que tu l'as à ta naissance, ce qui pourrait être plausible. Après, ce serait quand même un énorme hasard que deux personnages qui naissent avec ce don, du coup, finissent maître et élève, ou ça pourrait se transmettre, du coup, par le lien du sang, donc de parents à enfants, et petits-enfants, tout ça, en fonction de la lignée. Et du coup que Tenjiro, lui, aurait hérité de ce pouvoir de son père ou de son grand-père, et notamment ici dans la théorie ce serait de son grand-père. Euh, et du coup, comme le fait qu'ils aient tous les deux cette capacité me ferait dire qu'ils pourraient avoir un lien tous les deux. euh, voilà. Et l'autre chose qui me fait penser à ça, c'est que Tenjiro reste un an complet euh, à s'entraîner chez Sakonji. Or, en un an, il ne voit pas le visage de Sakonji. Alors, est-ce que Sakonji garde son masque parce qu'il y a un symbole très précis et tout ça, et que du coup il ne peut pas l'enlever devant d'autres personnes, ou tout simplement il ne veut pas l'enlever devant Tenjiro parce qu'il a des raisons très particulières de le faire, comme je le racontais par exemple par rapport à cette série australienne Legend of the Seeker. Puisque ce qui me fait dire que Tenjiro n'a pas, enfin que Sakonji n'a pas montré son visage pendant une ellipse, c'est que on a nous une attente sur, par exemple, sur le visage de Sabito, chose qu'on va nous montrer très rapidement au moment où comment il s'appelle, Tenjiro découpe le masque de Sabito. Ce qui fait que là, on a le spectateur a une attente, enfin le lecteur a une attente, et du coup on aperçoit le visage. Et du coup, Tenjiro a l'air étonné du visage de Sabito. Et je pense que le jour où on verra le visage de Sakonji, Tenjiro sera également surpris du visage de Sakonji, parce que forcément, comme tout le monde, on peut s'imaginer un visage particulier qui n'est pas forcément le vrai visage. Et du coup, tout ça me fait dire que il pourrait être lié et qu'il cache son visage. Et si en plus Tenjiro est surpris le jour où il verra le visage de Sakonji, ça ne fera que renforcer le fait que pendant ces un an d'entraînement, Sakonji n'a pas montré son visage à Tenjiro. Il y a forcément une raison pour qu'il ne le fasse pas. Donc voilà ma théorie complètement farfelue, mais avec quand même quelques petits arguments qui pourraient lier par le sang Tenjiro et Sakonji. Alors je vous demande pas de me donner une réponse à la théorie, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne théorie, si c'est pas une bonne théorie. Ne me dites pas si c'est une théorie validée ou non. Voilà, j'ai envie de le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est la première théorie que je fais dans ma vie par rapport à des mangas ou des histoires comme ça. Et voilà, je tenais à la partager avec vous. Donc soyez plutôt indulgents avec moi, s'il vous plaît. Et donc, après avoir partagé ma toute première théorie sur cette chaîne YouTube, même YouTube en général, on va passer au bilan et la conclusion du chapitre. Et du coup, on peut dire que c'est un très bon chapitre, puisqu'avec celui-ci, on a le manga qui prend une autre dimension. Là où, avec le début, on était plutôt dans entre guillemets un shonen classique, puisque je sais pas vraiment si c'est un shonen ou autre chose, mais voilà, on est plutôt dans un truc classique avec un personnage qui, voilà, a des problèmes, veut se venger ou sauver quelqu'un, qui va avoir un maître qui va l'aider à s'améliorer et tout.
Et c'est vrai qu'on reste dans un truc plutôt classique. Et là, on prend une dimension un peu plus horrifique, un peu plus terrible, puisque bah, du coup, là, on parle beaucoup de morts depuis quelques chapitres. Et notamment là, on en voit au moins un, et qui est humain, et voilà, dont enfin, on avait eu des cadavres avant, mais là, c'est la première fois que le héros voit quand même un mort vraiment fraîchement tué sous la main. Et, euh, et du coup, je trouve ça plutôt intéressant que voilà, l'ambiance sombre commence à s'installer, même si je ne sais pas si le manga va réellement être sombre, mais en tout cas, les derniers chapitres le sont plus ou moins. Surtout depuis l'apparition de ce personnage, et surtout quand il parle de enfin, du fait d'avoir démembré Makomo. Voilà, et en plus on a une petite image vite fait voilà, du démembrement qui est quand même voilà, plutôt gore. Et le combat en soi est plutôt intéressant. J'ai hâte de lire le tome 2, notamment les premiers chapitres du tome 2, pour voir comment Tenjiro va réussir à tuer le démon. Franchement, j'en ai très envie. Même si j'aime pas du tout ce genre de découpe dans les histoires, mais en même temps c'est fait exprès pour donner envie de voir la suite, hein, forcément. Euh, et sinon, bah voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. En tout cas, c'est un chapitre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et qui me donne très envie de lire la suite. Donc, pour conclure cette petite vidéo, eh ben, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé, à dire ce que vous pensez du coup de ce tome 1 de Demon Slayer, euh, à me dire ce que vous pensez de la théorie, mais sans spoiler, voilà, si c'est intéressant, si finalement c'est complètement con, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le respect. Euh, et ensuite, eh ben, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, et également les autres vidéos des autres chaînes si vous voyez des choses qui vous intéressent. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, parce que du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, ciao les anacalypsiens.